Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Ristretto, le podcast de l'agence Adverti. Tous les 15 jours, notre équipe vous propose une table ronde avec un concentré d'infos qui stimule votre créativité et offre une bonne dose d'astuces à actionner. Stratégie, réseaux sociaux, référencement, marketplace, analytics, tous nos sujets de prédilection sont passés au crible sous forme de retours d'expérience, de conseils et d'analyse des tendances. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ma part, je m'appelle Emeline Foissé et je suis la cofondatrice de l'agence Adverti, une agence de communication spécialisée dans le web, basée dans la jolie ville de Troyes. Mon équipe et moi-même accompagnons des PME, des grands groupes, des institutionnels, des e-commerçants et des startups dans leur stratégie de communication digitale. N'hésitez pas à vous renseigner sur notre site web agence-adverti.fr ou encore à nous envoyer un email sur ristretto@adverti.fr. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Ristretto. Aujourd'hui, épisode un peu particulier car nous allons vous partager nos apprentissages suite au salon du e-marketing qui a eu lieu les 26, 27 et 28 mars dernier à Paris. Désormais fusionné avec le salon de l'expérience client sous le nom de All for Customers, ce salon nous a donné un aperçu des changements de notre secteur, des nouveautés, mais aussi des tendances qui s'installent. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui ce Ristretto sera un simple échange entre nous afin de vous partager tout ce qu'on y a appris et qui pourrait, chers auditeurs et chères auditrices, vous intéresser. Comme d'habitude, j'ai le plaisir et l'honneur d'être accompagnée de Charline Nate. Hello tout le monde. Solène Lemoine. Salut. Toutes deux spécialistes community management et social media ads à l'agence. Et Fanchon Urbès. Bonjour. Développeuse WordPress et Shopify à l'agence. Je vous propose de commencer. Change tout d'abord, qu'est-ce que tu as pensé du salon ? Écoute, comme tous les ans, enfin on n'y va pas tous les ans, mais en tout cas pour les années où on y est allé, salon intéressant, donc avec beaucoup de nouveaux outils à découvrir surtout, et puis effectivement des conférences sur tout ce qui touche à nos domaines de prédilection, donc beaucoup de découvertes, surtout au niveau des outils effectivement, et beaucoup d'IA qui revient, qui était en force sur le salon. Ouais, chaque outil qu'on a pu croiser, ils avaient tous une couche d'IA. Ce coup-ci, voilà. C'est vrai qu'il y avait essentiellement de l'IA. Ce Charline, vous en avez pensé quoi, vous ? C'était sympa aussi de rencontrer les équipes de certains outils justement qu'on utilise au quotidien. C'est toujours cool de passer les voir à leur stand et de discuter un petit peu avec eux soit des choses qui sont cool, soit au contraire de bugs qu'on peut rencontrer parfois. Donc c'était vraiment l'occasion d'échanger et d'avoir des petits feedbacks sympas de leur côté aussi. Merci à Supermetrix pour les paires de chaussettes. Carrément. Oui, ils oublié. Exactement. Du coup, quels ont été les moments forts du salon pour vous, Soso par exemple ? Alors moi, il y a, on a fait donc du coup pour le salon, on a varié notre journée entre balades dans les stands et conférences. Et il y a une conférence que j'ai beaucoup appréciée qui était celle d'Agora Pulse et j'ai trouvé ça super cool parce que il y avait un vrai retour d'expérience de la part du CEO, parce qu'en plus c'était le CEO qui la présentait, donc c'était encore plus intéressant. Peux-tu brièvement indiquer ce qu'est Agora Pulse du coup ? Oui, du coup Agora Pulse c'est un outil qui accompagne les entreprises dans la gestion de leur CM et donc dans la production de contenu sur les réseaux sociaux. Et donc oui, retour super intéressant parce qu'en plus c'est un outil qui a été d'abord lancé aux États-Unis, qui a été breveté là-bas et en fait ils ont fait un petit peu toute leur expérience là-bas avant de l'importer ensuite en France. Donc il y a eu tout cet historique-là qui a été partagé, qui était super intéressant et ça changeait un petit peu des autres confs qu'on avait pu faire et où malheureusement on avait trop une présentation d'outils plus que d'insights intéressants. Donc c'est vrai que celle-là était encore plus intéressante que les autres parce que ça contrastait vraiment avec des contenus qui, pour les autres, étaient moins enrichissants, on va dire. Et du coup, qu'est-ce que tu as appris dans cette conférence d'Agora Pulse, par exemple ? Alors, avec Agora Pulse, on a surtout parlé tracking. La thématique, c'était comment augmenter le ROI sur les campagnes SMA. Et on a beaucoup parlé tracking. Et il a notamment cité des stats qui étaient intéressantes. Ils ont réalisé une étude sur 1 500 000 posts qui étaient sortis de leur outil. Donc, c'était, je crois, sur Facebook, Instagram et Twitter, si je dis pas de bêtises, Twitter ou LinkedIn, je me rappelle plus. Bon, bref. Et donc sur tous ces posts-là, ils ont détecté qu'il y avait seulement 30% d'entre eux qui contenaient un lien dedans. Et parmi ces 30%, il y en a que 1,8% qui sont traqués avec des UTM. Donc ça veut dire qu'il y a quand même presque 99% des entreprises qui ne savent pas mesurer, qui ne peuvent pas mesurer le retour d'un post et l'efficacité d'un post, quoi.
Pour rappel, les UTM, ce sont des paramètres qu'on va ajouter à la fin de liens afin de permettre aux outils d'analytics comme GA4 ou autres de bien catégoriser le trafic qui arrive sur votre site, parce que ces outils-là ne sont pas parfaits et c'est pas parce que quelqu'un vient de Facebook, d'Instagram ou autre qui va être capable de détecter correctement ce trafic-là. Donc mettre des UTM, c'est forcer ces outils-là à comprendre d'où vient votre trafic et donc être capable de détecter si votre campagne SMA ou si votre community management traditionnel apporte bien par exemple du trafic et des leads ou bien si vous êtes un e-commerçant des achats sur votre site. Yes. Charline, pour toi, il y a eu des conférences ou des ateliers qui t'ont particulièrement marqué avec des apprentissages qu'on pourrait faire passer à notre audience ? L'atelier qui m'a marqué, c'est TikTok qui a annulé sa conférence au dernier moment. Yes. Je l'ai encore à travers la gorge. Merci. On était dégoûtés. Non, mais sinon, moi, j'étais surtout focus sur le format vidéo. Donc, j'ai fait 2 autres conférences quand même sur la vidéo. Mais sinon, il y a quand même eu quelques stats qui sont intéressantes. Donc, à savoir que 78% des ventes sont réalisées des fois grâce à de la vidéo. Donc, bon. C'est quand même important de le savoir. Et surtout, quelque chose qui m'a interpellée aussi, c'est que 85% des vidéos font la promotion d'un produit ou d'un service. Alors c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ce que ça soit autant. Je pensais plus qu'il y avait plus de présentations de personnes, enfin plus d'humains en fait. Et finalement, non, c'est un format qui arrive, une thématique en tout cas, qui arrive beaucoup plus tard. Et justement, il y a 70% des consommateurs qui préfèrent avoir une vidéo de tuto qui est accrochée à une fiche produit. Ok. Et je rebondis juste sur la partie vidéo produit. Est-ce que c'est une personne qui présente un produit et dans ce cas-là, il y a quand même le côté humain ou c'était vraiment genre une vidéo avec le produit en mode backshot Alors justement, c'était beaucoup de motion design. Ok. Donc c'était sans la personne, ouais, juste le produit avec beaucoup de texte. Ok. Oui, surprenant. Ouais, et sur les vidéos aussi, ce qu'on avait vu, la conf qu'on avait faite ensemble, on avait eu une stat intéressante sur les mails qui contiennent des vidéos. Et la stat, c'était qu'il y avait 200% de clics supplémentaires dans un mail qui contient une vidéo au format GIF, du coup, pour que ce soit supporté. Mais oui, hyper intéressant d'inclure ça dans vos campagnes d'emailing. Nous, il y a quelques années maintenant, on avait essayé de le faire, mais c'était encore à une époque où tous les clients de messagerie ne lisaient pas bien les vidéos et donc du coup, ça flinguait un peu le contenu du mail. Donc on avait arrêté de le faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde peut lire correctement des vidéos au sein d'un mail et apparemment, c'est vraiment flagrant sur les interactions et l'engagement qu'il y a derrière par les utilisateurs. Ça me permet de rebondir. J'ai fait une conférence sur les tendances mail pour 2024 et justement, effectivement, il parlait de la vidéo comme grosse tendance, donc à intégrer effectivement sous format GIF, tout en faisant attention au poids, etc. pour le côté aussi éco-responsable, enfin tout ça, puisque ça prend quand même de la place. Il y avait ça dans les tendances aussi au minimalisme, des images de bien-être, bonheur, parce qu'apparemment il y a une vraie déconnexion d'internet. Enfin, en tout cas, il y a une tendance à la déconnexion, à repousser un petit peu les réseaux sociaux, etc. Donc il disait moins communiquer mais mieux communiquer, et puis dans la communication effectivement essayer de renvoyer des émotions qui soient dans le bien-être. Et c'était marrant aussi, je sais plus si c'était dans cette conf-là ou dans une autre, qui disait, bon, en soi, ça n'a rien de nouveau, mais la vision et la façon d'aborder la chose était intéressante, de dire que YouTube était plus écolo que TikTok, exact. Dans le sens où YouTube charge la vidéo petit à petit quand tu regardes la vidéo, alors que TikTok, quand tu arrives sur le profil sur un compte, toutes les vidéos sont déjà chargées en fait. Donc du coup, tu consommes plus, etc. Et donc j'ai trouvé l'approche intéressante de dire que TikTok a été moins écolo. Mais même au niveau des stands qu'on a parcourus, il y a de plus en plus d'outils et d'agences qui se positionnent sur la conception, par exemple, de sites web Guérine, etc. Ouais. Voilà, en termes de tendances qui s'installent, voilà, même si c'est pas une tendance de vouloir faire de l'éco-responsable, mais en tout cas, en termes d'arguments phares, on l'a jamais autant vu. Ça ressort de plus en plus, ouais. Pour ma part, moi, j'ai assisté à des conférences sur le podcast. Du coup, ça s'y prête plutôt bien par rapport au format sur lequel vous nous écoutez, pardon. Les conférences étaient blindées. Vraiment, l'intérêt pour le podcast m'a énormément surpris. Et je pense que Sauti, du coup, qui est un outil d'hébergement de podcast, a été aussi plutôt agréablement surpris parce qu'ils avaient un petit carré en mode atelier, etc. Donc avec quelques
dizaines, on va dire, de places. Et en fait, les gens étaient vraiment aux abords pour écouter quand même la conférence. Donc, vraiment super intéressant, de nombreuses questions. On sent un réel intérêt, mais par contre, pas forcément des personnes qui ont franchi le pas, parce que on fera peut-être un podcast dédié au podcast justement après un an de tournage et de diffusion de nos podcasts. Mais en tout cas, c'est un investissement financier, un investissement en termes de temps, d'énergie, et même matériellement parlant aussi, il faut être câblé pour, c'est-à-dire que le choix du matériel, le choix des logiciels, etc., c'est quand même assez complexe. Donc c'est un format qui peut-être fait encore un petit peu peur, même s'il est très attrayant. En tout cas, par rapport aux questions qui ont été posées, c'est le ressenti que j'ai eu. Chonche, oui. De ton côté, une conférence marquante? Moi, en fait, j'en ai fait plusieurs sur la SGE, donc c'est la Search Generative Experience. Donc, en gros, c'est l'intégration de l'IA dans les résultats des moteurs de recherche, donc que ce soit Google ou Microsoft. J'ai appris pas mal de choses. Donc, en fait, on a notamment SEMJ qui a fait des tests, donc en se localisant avec un VPN aux États-Unis, puisque c'est pas disponible en France. SEMJ du coup, ouais, juste pour nos auditeurs, nos auditrices. Oui, alors SEMJ du coup, c'est des outils pour le SEO, grossièrement. Voilà, pour simplifier. Donc en fait, ils ont pu faire des tests en se localisant, donc ce que je disais, aux États-Unis, pour voir un petit peu ce à quoi allait ressembler en fait Google dans les prochaines années, avec du coup la SGE, donc qui arrive avec l'IA. Et en fait, il y a pas mal de changements à venir. En tout cas, si ça reste tel que ça a été montré lors de leurs tests. Alors ils ont bien expliqué. Possiblement, ça va évoluer. Ça se trouve, ce qu'ils nous ont dit, ne sera plus valable dans 15 jours, dans un mois, dans 6 mois. Ça va peut-être être complètement différent. Mais en gros, ce qu'on peut retenir, c'est beaucoup de contenu informationnel qui est mis en avant par l'IA. Donc, tout ce qui est shopping, fiches produits, tout ça, ça part un petit peu au fond des résultats de recherche. Alors, c'est assez étonnant parce que Google Shopping, normalement, c'est vraiment le premier truc qui remonte quand on fait une requête. Mais là, en fait, c'est vraiment de la mise en avant de contenu informationnel essentiellement. Donc que ce soit des articles de blog, des guides d'achat, des pages, des comparatifs, des pages du site internet qui sont vraiment bien complètes, etc. Et c'est ça qui est vraiment mis en avant. Et ils expliquaient aussi que c'était important, en tout cas avec ce nouveau Google, cette SGE, de penser à tout le parcours client lorsqu'on rédige son contenu. Donc pas juste cibler la requête du client, mais aussi penser à ce qu'il pourrait se poser comme question avant, après sa requête en fait. Du coup, on peut imaginer que le SEO va prendre encore plus de place qu'avant dans cette optique-là. Tout à fait. C'est même un changement complet pour les personnes qui font du SEO, parce que avant on allait chercher à optimiser des FAQ, on a appris on a eu en tout cas la confirmation que les FAQ ne servent plus à grand chose parce qu'il y a eu trop d'abus en termes de référencement naturel sur des foires aux questions, donc désormais les moteurs de recherche ne les prennent plus trop en compte. Là, c'est vraiment quand on parle de parcours, c'est vraiment être sur les requêtes informationnelles dès le début jusqu'aux requêtes vraiment où la personne est sur le point d'effectuer un achat, par exemple. Donc c'est vraiment se poser toutes les questions du parcours client. Alors en vrai, c'est déjà ce qu'on fait, Oui, bien sûr. mais là il faut vraiment aller s'imaginer. N'hésitez pas à chercher sur les moteurs de recherche une image de ce à quoi va ressembler SGE, parce qu'en fait on voit que tous les résultats naturels traditionnels en fait sont vraiment en bas de page, et que il y a un encart en haut où c'est vraiment l'aspect conversationnel avec d'une IA qui apparaît, donc qui va vous fournir des réponses par rapport à votre question, et vous avez 3 articles ou en tout cas 3 pages qui sont mises en valeur sur le côté droit quand vous êtes sur PC, et en fait tout l'enjeu va être d'être dans cet encart-là des 3 articles qui ont été mis en valeur. Un peu comme aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'être en position 0. Là, ça va être d'être parmi le top 3 qui apparaît, parce que sinon, vous allez être sous la ligne de flottaison, il va falloir scroller pour vous trouver. Enfin, voilà. L'autre chose, c'est que non seulement il faut donc penser au parcours client, mais en plus, pour les personnes qui font du SEO, ce qui est ouf, c'est que ça change les termes que les gens vont rechercher. Parce qu'en fait, les gens vont s'habituer à poser des questions à Google ou à poser des questions à Bing, etc. Alors qu'aujourd'hui, et jusqu'à aujourd'hui, les requêtes sont beaucoup plus ciblées mots-clés. Acheter Nike taille 38. Du coup, maintenant, ça va plus être où est-ce que je peux acheter des Nike en taille 38. Et en fait, c'est bête, mais ça change fondamentalement les résultats qui peuvent apparaître. Faites la recherche aujourd'hui, vous n'avez pas forcément les mêmes résultats qui vont apparaître. Donc demain, on va avoir des requêtes qui sont beaucoup plus longues, beaucoup plus sous forme de questions qu'aujourd'hui.
aujourd'hui. Ouais, moi c'est quelque chose qui m'a marqué quand ils ont vraiment dit en fait vous allez vraiment faire un prompt dans votre barre de recherche quoi. Oui, Ponctuation, virgule, deux points, un point d'exclamation, etc. Enfin d'interrogation pardon, pas d'exclamation. Et ça c'est vrai que ça change. L'une des suggestions aussi de SMJ, et c'est vrai que c'était intéressant, c'était de prendre un VPN pour simuler une présence en fait aux États-Unis, parce qu'actuellement la SGE est en test aux États-Unis, et de voir en fait ce à quoi ça ressemble, et de voir aussi sur ses propres termes qui sont importants pour nous en termes de SEO, comment est-ce que ça apparaît, parce que la page en fait ne sera pas forcément tout le temps la même, selon si c'est une requête pour effectuer un achat ou pas. Enfin voilà, la disposition peut être un peu différente, et il disait traduisez vos mots-clés importants et regardez, observez comment est-ce que la page de résultats de recherche est constituée. Et c'est vrai que c'était assez intéressant par rapport à ça. Ça marche, merci. Soso, du coup, d'autres conférences auxquelles tu as assisté qui étaient bien cool? Alors, moi, j'ai aussi vu celle qui avait été animée par Brevo, donc anciennement Sendinblue, sur tout ce qui est email marketing. Et donc, pareil, on a eu des petites stats qui étaient intéressantes. Ils disaient notamment que après avoir fait une étude, ils se sont rendus compte que dans 80%, pour 80% de paniers abandonnés, il y en a 35% qui pourraient être récupérés grâce au marketing automation. Donc, ça donne quand même une idée de l'opportunité commerciale qui se cache derrière ça et de l'importance de mettre en place du marketing automation. Donc à travers des outils comme Brevo ou d'autres comme Klaviyo ou Kiliba qui étaient aussi présents au salon. Ils ont aussi parlé de WhatsApp et c'est vrai que WhatsApp c'est aussi une grosse opportunité business pour les entreprises. WhatsApp aujourd'hui c'est 40 millions d'utilisateurs actifs en France, donc c'est quand même pas négligeable. Et on peut faire des campagnes de messages directement sur WhatsApp. Et ça, ils ont dit que ça générait 98% de taux d'ouverture. C'est des stats qui sont semblables à ce qu'on peut connaître avec des campagnes SMS aujourd'hui. Campagne mail, en gros, c'est plutôt 30%. Mais c'est vrai que quand on fait des campagnes SMS, on frôle les 100% d'ouverture. Et donc, sur WhatsApp, c'est la même chose. Et enfin, la dernière stat qui était aussi très intéressante, c'est sur les chats qui sont mis en place sur les sites internet. Apparemment, ça génère quand même 40% de taux de conversion supplémentaire. Donc, c'est aussi un outil qui peut être intéressant à mettre en place si votre activité le permet. On peut mentionner un outil gratuit, Talk2, qui reste tout à fait correct par rapport à son offre, à sa proposition de valeur. Sinon, il y a aussi tout ce qui est Crisp. Est-ce qu'on en a d'autres à citer comme ça? Non, oui, c'est vrai que nous, la majorité de nos clients ont plutôt Talk2, mais ça nécessite soit de mettre en place derrière des réponses automatiques, soit d'avoir un service et une personne qui soit assez réactive pour répondre. Parce que si vous mettez un chat en place et que derrière il n'y a pas la réactivité qui va bien, ça risque de frustrer l'utilisateur plus qu'autre chose. Donc, faut le mettre en place, mais ça peut avoir un certain niveau de contrainte aussi. Moi, je pense qu'il y a rien qui m'énerve de plus que d'avoir un chat, de voir un chat et de devoir laisser mes coordonnées avant de commencer la conversation. En fait, si je voulais laisser mes coordonnées, je prendrais contact avec vous via le formulaire de contact. Donc du coup, laisse-moi voir si vous me répondez en mode échange officieux sur une question, une problématique que j'ai, et ensuite, si éventuellement demande-moi si je veux laisser mes coordonnées pour être contacté ou autre, mais me force pas à déjà laisser mes coordonnées pour ensuite prendre contact avec vous. Là, le chat il perd tout son intérêt en tout cas à mon sens. Bah oui, parce que là en plus on veut de l'instantanéité, quoi. C'est on veut pas avoir une réponse plus tard, c'est maintenant, quoi. Et en effet, en termes de réactivité, ce qui est bien avec Talk2, c'est que vu que c'est une application mobile aussi, les personnes reçoivent en fait une notification un peu, comme vous pourriez recevoir une notification sur un WhatsApp ou autre. Et là, la discussion peut être enclenchée. Donc ouais. Mais oui, le chat à ne pas négliger. Nous, on a un client qui vend des produits entre 2000 et 3000 euros et dont l'utilisation du chat est assez folle parce qu'en fait, les personnes, quand elles sont face à des produits qui coûtent entre 2000 et 3000 euros, elles veulent être sûres que il y a bien des gens derrière, que c'est bien une vraie entreprise, qu'il y a bien de la réactivité parce que au cas où qu'il y a un problème, je sais que je peux les contacter et puis même si le site aujourd'hui est super bien rempli, entre autres avec une FAQ et avec des fiches produits très complètes, au final les personnes elles veulent se rassurer en ayant un échange avec une vraie personne derrière. On peut comprendre à ce prix-là. Oui, tout à fait. Change, est-ce que tu as quelque chose à nous dire au niveau des cookies tiers, tout ce qui est consent mode V2? Oui. Du coup là, début mars, ça y est, c'est fini. Les cookies tiers, il faut installer le consent mode V2, effectivement, comme tu l'as dit. Donc ça fait quelques petites manipulations à faire de votre côté au niveau des outils de gestion des cookies. Mais donc là, c'est passé, donc c'est indispensable de bien le mettre en place sur vos sites internet. Concrètement, ça change quoi du coup?
Alors, ça fait une petite fenêtre en plus pour l'utilisateur à cocher, pour savoir ce qu'il veut accepter ou non comme cookie. Donc, par défaut, en fait, il y a deux manières de l'installer. Il y a une manière simple où, par défaut, tout est refusé, on va dire. Et puis, il y a une manière avancée où là, on va autoriser plus ou moins certains cookies. Donc là, à vous de voir comment vous voulez installer, mais voilà. Ça marche. Merci. Si on prend un petit peu de recul par rapport à notre ressenti par rapport au salon, moi je sais qu'en me baladant dans les allées du salon et en observant les stands qui étaient présents, vu qu'il y a cette l'intelligence artificielle qui était présente partout en fait dans tous les outils, aujourd'hui les outils en font vraiment un argument phare. Les agences ne se cachent pas en disant qu'elles l'utilisent. Moi j'ai vraiment perçu comme quoi notre secteur d'activité en tant qu'agence de communication spécialisée dans le web était vraiment en pleine mutation. Comme quoi, là, dans les prochaines années, va se dessiner de nouveaux métiers et de nouvelles compétences dont on va avoir besoin, qui sont diverses de celles qu'on a à l'heure actuelle. Pour vous donner un ordre d'idée, on a vu des stands qui vous créent des PowerPoint tout faits. On a vu des stands qui vous créent des vidéos quasiment toutes faites à partir de votre tête. On a vu des stands qui vous créaient des vidéos produits à partir d'une photo produit que vous leur envoyez avec les arguments phares, mais toute la vidéo se fait toute seule. Enfin, l'intelligence artificielle aujourd'hui va avoir un réel impact, a déjà et va avoir un réel impact encore plus fort sur les métiers type photographie, type vidéaste, type community manager, on peut en parler aussi ouvertement. Les compétences requises pour ces métiers-là vont être différentes dans les années à venir, et c'est vraiment quelque chose qui était très perceptible en tout cas lors du salon. Bah oui, nous avec Charline, on s'est fait arrêter par un stand qui me dit hey, je sais pas ce que vous faites, mais nous on crée du contenu pour les réseaux sociaux mais de façon automatique. J'ai répondu hey, nous aussi, mais on rédige. Alors, on fera un épisode dédié à l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de l'agence, mais en tout cas, oui, ces outils-là, clairement, leur proposition de valeur, c'est de vous faire gagner du temps en vous créant les visuels, en vous créant les textes à partir d'un petit prompt que vous aurez donné, et en étant connecté en plus aux réseaux sociaux pour pouvoir permettre la diffusion automatique. Là, en l'occurrence, le stand qui nous avait arrêté, la plateforme était vraiment cool, quoi. On sent qu'ils sont au tout début et qu'il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Mais en gros, c'était un genre de, je dirais un 3 en 1, c'est-à-dire que ça faisait du Canva, ça faisait de l'outil de programmation, et puis ça faisait de la, un chat GPT. Voilà, c'est ça, il y a un chat GPT, parce qu'en fait, on était au sein d'une même plateforme, on mettait des mots-clés, ça nous rédigeait toute la publication. Derrière, il y a le visuel qui a été généré automatiquement avec un petit prompt aussi, et on pouvait programmer le contenu directement sur Facebook. Donc, en fait, tout est réuni sur une seule et même plateforme, quoi. Donc clairement oui, un métier qui n'était déjà pas très vieux en soi, mais qui est systématiquement donc en pleine mutation et qui là va subir une mutation très très importante avec l'intelligence artificielle qui va progressivement bien s'installer dans les entreprises. Merci à toutes les trois. Du coup, pour votre participation à ce Ristretto. Ce podcast touche en effet à sa fin. Merci aussi à vous, chers auditeurs et chères auditrices, d'avoir partagé ce moment avec nous. On espère que vous avez appris des choses et peut-être même que vous en avez noté certaines pour revenir dessus après cette émission. En tout cas, merci à vous trois, donc Charline, Soso et Chonge, pour cet échange. Très bon récapitulatif de ce qu'on a vu au salon. C'est donc moi avec plaisir que je vous dis à dans 15 jours. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Voilà, notre podcast est terminé. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela nous sera d'une grande aide pour faire connaître ce podcast à un maximum de monde. Vous avez des questions ou souhaitez échanger avec nous sur le contenu de ce podcast ou toute autre chose ? N'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux ou sur ristretto@adverti.fr. À très vite.